Des missiles iraniens pleuvent sur la base américaine. Avec une précision terrifiante, une nouvelle génération d'ogives manœuvrables échappe aux intercepteurs patriotes américains. En seulement 21 minutes, la dévastation est ahurissante. Plus d'un demi-milliard de dollars de F-35 et de jets de combat avancés américains sont réduits à des épaves fumantes. Et si vous pensez que ce scénario est purement fictif, alors vous ne savez pas à quel point nous sommes actuellement proches d'une guerre totale. Depuis 2 mois, les États-Unis renforcent leurs forces au Moyen-Orient. À Diego Garcia, dans l'océan Indien, se trouvent 6 bombardiers, B-2 Spirit, l'avion opérationnel le plus avancé d'Amérique, et le seul conçu pour transporter la bombe GBU-57. Ces avions, et les 2 GBU-57 qu'ils transportent en chacun, représentent une menace critique pour l'Iran en raison de leur capacité à échapper aux défenses aériennes et à détruire des structures militaires souterraines profondément enfouies. Les États-Unis ont également envoyé des dizaines de F-35 et d'autres avions de combat, y compris des F-15, des F-16 et des A-10 dans la région. Ce n'est pas une partie de notre scénario fictif. Cela est actuellement en cours et prépare le terrain pour une frappe majeure contre l'Iran. Mais l'Iran ne restera pas inactif, et malgré la supériorité aérienne américaine, elle est totalement impuissante au sol. La mise en scène du conflit et les tensions latentes entre l'Iran et les États-Unis. L'une des premières actions de la nouvelle administration américaine a été de mettre une pression maximale sur l'Iran. Le président cherche un nouvel accord avec l'Iran pour s'assurer qu'il ne devienne pas une puissance nucléaire. Le seul problème est que l'Iran refuse de négocier avec la Maison-Blanche, et de leur point de vue, pourquoi le ferait-il ? L'Amérique a prouvé que sa parole ne vaut rien. Elle avait précédemment signé un accord avec l'Iran pour assouplir les sanctions en échange de l'abandon de ses ambitions nucléaires. Quelques années plus tard, malgré le respect total de l'accord, celui-ci a été déchiré. Dans les années qui ont suivi, malgré de nouvelles propositions d'accord, l'arrivée d'une nouvelle administration à la Maison-Blanche a complètement stoppé les progrès. Les attaques de l'Amérique sur ses alliés et les menaces d'invasion ont rendu les États-Unis peu fiables en tant que négociateurs. L'Iran a donc exigé des pourparlers avec une tierce partie concernant son programme nucléaire. La raison en est que si l'Iran peut obtenir qu'une tierce partie comme le Qatar ou les Émirats arabes unis médient les pourparlers, alors ils deviendront politiquement infestés. Une autre trahison de l'Amérique aura aussi des conséquences politiques pour la troisième nation. C'est un mouvement stratégique pour s'assurer que les États-Unis tiennent leurs promesses, surtout maintenant que leur réputation sur la scène mondiale a pris un coup. Washington considère cela comme une insulte et refuse actuellement les pourparlers. Au lieu de cela, le président américain a ordonné une importante accumulation militaire en vue d'une action militaire contre l'Iran. En réponse, tous les alliés et partenaires du Moyen-Orient de l'Amérique, à l'exception d'Israël, ont fermé leur espace aérien aux avions de combat américains, limitant les routes d'approche vers l'Iran. Cela accroît significativement le danger pour les pilotes américains, y compris ceux des bombardiers furtifs B-2. Cela rend leurs approches prévisibles, permettant à l'Iran de concentrer ses défenses aériennes dans des zones spécifiques. Alors, comment se déroulerait tout conflit potentiel ? La politique interne à Téhéran est tendue. Le régime perd en popularité et en emprise sur la population. Les gens d'Iran commencent à adopter des valeurs de plus en plus libérales par rapport à l'ordre religieux conservateur strict qui leur est imposé. Les obligations de port du foulard sont contestées par tous, et les affrontements avec la police des mœurs se sont fréquents sur les réseaux, exacerbant les tensions. Le renforcement militaire américain arrive juste après l'échec embarrassant de l'Iran, à frapper Israël lors de l'une des plus grandes attaques de missiles de l'histoire. L'attaque d'octobre 2024 a vu plus de 200 missiles lancés sur Israël en 2 vagues. Mais la seule victime directe était un civil palestinien, qui a été écrasé par les débris d'un missile iranien. L'attaque n'a pas seulement été un grand succès pour Israël et ses alliés, mais aussi un énorme embarras pour l'Iran. Cela s'est produit après un échec précédent en avril 2024, lorsqu'il a lancé la plus grande attaque de drones au monde avec des résultats similaires. Le démantèlement du Hezbollah par Israël et l'annihilation quasi totale du Hamas ont envoyé des ondes de choc à travers la région. Et avec le retrait des forces par procuration iranienne de Syrie également, l'effet cumulatif a été humiliant pour la direction intransigeante de l'Iran. Le renforcement militaire américain, visant à intimider l'Iran, est maintenant considéré comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La pression monte de la part des figures de proue du régime de Téhéran pour agir, ou faire face à une crise politique. Le guide suprême approuve à contre-cœur une attaque surprise contre les forces américaines. Cela est censé faire saigner le nez de l'Amérique, dans l'espoir de les dissuader d'une escalade supplémentaire. 2h45, le 12 mai 2025. L'ordre d'attaque
programmés et diffusés aux lanceurs mobiles dans la province de Fars, ainsi qu'aux bases de missiles en surface et souterraines à Khouzestan. Un leurre Global Positioning System intense agit comme un bouclier électromagnétique autour des bases, au cas où les États-Unis auraient vent de l'attaque et lanceraient une attaque préventive. Mais aucune attaque américaine de ce type n'est en cours. L'ordre d'attaque est resté secret, et les forces de missiles de l'Iran sont déjà en alerte maximale depuis des mois. La cible est la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, la plus grande installation américaine au Moyen-Orient. C'est le centre névralgique du commandement central des États-Unis, dont la zone d'opération couvre tout l'Iran. L'objectif est de détruire les pistes de la base et l'infrastructure adjacente des pistes qui soutient directement les opérations aériennes. Les abris renforcés de la base, qui abritent des F-22 Raptor, Bain Lanceur et F-35 sont une cible secondaire. La tour de contrôle du trafic aérien et le poste de commandement du commandement central des États-Unis américains, enfouis sous la base, sont prévus pour la destruction, ce dernier étant la cible prioritaire. Le package de frappe se compose de 20 missiles balistiques, Zolfgar, 20 missiles balistiques, Defo, 10 missiles balistiques, Sagil, 15 missiles Fateh, Mobin, et 20 munitions d'attente, Saed 136. La défense d'Al Udeid est assurée par une batterie Terminal High Altitude Area Defense et 3 batteries Patriot, récemment renforcées par des renforts venus des États-Unis continentaux. La base dispose aussi de systèmes CRAM pour une défense de dernière minute des installations essentielles. En mer, 2 navires américains équipés d'Aegis patrouillent les eaux. Les lanceurs mobiles de la province de Fars tirent en premier, suivis de près par des lancements depuis 2 bases de missiles souterraines iraniennes au Khouzestan. Les missiles sont préparés et tirés entièrement depuis le sous-sol, le personnel chargeant de nouveaux missiles dans les silos de tir sans jamais s'exposer eux-mêmes, ou leurs missiles à ciel ouvert. Les panaches de feu des missiles sont immédiatement repérés par les satellites infrarouges américains en attente. Des dizaines de signatures sont enregistrées dans les 20 premières secondes. Une alerte est immédiatement envoyée au centre de commandement militaire national des États-Unis à Washington, et de là au quartier général du commandement central des États-Unis à Tampa, en Floride. L'alerte est ensuite transmise à Al Udeid et à toutes les bases militaires américaines régionales, même aussi loin au sud que Diego Garcia. Quelques secondes après le lancement de la première vague de missiles, 3 petits navires civils au large du Qatar commencent à tirer leurs propres missiles. Il s'agit des Fateh Mobin iraniens, des missiles comme à guidage infrarouge de 9 mètres de long, qui peuvent être utilisés pour attaquer des cibles terrestres, ou dans un rôle anti-navire. Leur petite taille permet de les charger dans des conteneurs de fret, déguisés en cargaison régulière, leur conférant un énorme effet de surprise. Les Fateh Mobin ciblent les radars de défense aérienne et les antennes paraboliques américains, cherchant à aveugler la défense face aux autres missiles arrivants. Décollant également de navires civils juste au large, une nuée de drones. Certains de ces petits drones serviront à surveiller l'attaque et à transmettre des informations aux commandants militaires iraniens. Mais des conteneurs situés directement sur les ponts des navires, une nuée de 20 drones Saad 136 est libérée. Chaque conteneur contient 5 de ces drones. Ils sont lancés à l'aide de petits propulseurs à fusée, l'un après l'autre, avant de passer à leurs hélices arrière et de se mettre en formation. Les drones accélèrent, jusqu'à 115 miles par heure, bien derrière les missiles subsoniques Fateh Mobin. Cependant, ils adoptent la même approche pour atteindre leur cible. Après une montée en arc dans les airs, ils plongent vers les crêtes des vagues, puis roulent juste au-dessus de la mer, sous le radar américain. Les Américains ne reçoivent qu'une brève alerte lorsque le radar Patriot détecte les missiles et les drones lors de leur lancement. Une alerte a retenti à travers la base, et les soldats américains se précipitent vers les bunkers renforcés, conçus pour résister aux attaques de missiles. Pendant ce temps, les pilotes se ruent vers leurs avions, alors que les équipages aériens bravent les ordres de se mettre à l'abri, pour préparer rapidement les avions au décollage. Si les avions peuvent être déplacés de la ligne de vol vulnérable et mis dans le ciel, ils ont une plus grande chance de survie. Les Iraniens choisissent un moment opportun pour frapper. Les abris renforcés sont remplis à capacité, laissant de nombreux avions américains à découvert. Alors que les missiles Fateh Mobin approchent à une vitesse presque supersonique, le radar de défense aérienne commence à les suivre. Pour la première phase de leur attaque, ils se sont cachés sous l'horizon grâce à la courbure de la Terre. Mais en se rapprochant, ils perdent leur couverture et sont repérés. Cependant, ils se sont rapprochés à seulement quelques dizaines de miles et se déplacent à une vitesse légèrement inférieure à celle du son. Les intercepteurs patriotes sont lancés, mais il n'y a pas de temps pour une deuxième salve. 9 des 15 missiles entrants sont détruits par les intercepteurs patriotes. Les stations de rampe de mer illuminent le ciel alors que les missiles s'insèrent dans l'enveloppe d'engagement du Patriot, tirant du tungstène dans le ciel à un rythme effrayant.
Le ciel s'illumine de feux semblables à des lasers de leurs traceurs, et 3 explosions éclairent la nuit alors que les sérames frappent juste. Mais 3 des missiles échappent aux défenses américaines. En utilisant l'intelligence artificielle, ils se désignent eux-mêmes comme cible prioritaire. 2 missiles détruisent complètement la tour de contrôle du trafic aérien. Le 3e missile se dirige vers un radar Patriot et le met hors de combat. L'Iran espérait un plus grand succès de l'attaque surprise initiale, mais la destruction de la tour de contrôle aérien va gravement entraver la coordination des opérations aériennes américaines, malgré la présence de plusieurs radars de défense aérienne pour protéger la base. Mettre un radar hors ligne va entamer la capacité des États-Unis à se défendre contre le reste des menaces entrantes. Les missiles Sagil arrivent ensuite, se déplaçant à des vitesses hypersoniques, alors qu'ils tombaient sur la base depuis un apogée extrêmement élevé. Les intercepteurs Patriot sont lancés, mais les missiles se déplacent rapidement. 8 missiles sur 10 sont détruits. Les 2 autres frappent un réservoir de carburant dans un abri renforcé, détruisant le F-22 à l'intérieur. Le dépôt explose, provoquant un incendie menaçant de s'étendre au réservoir de carburant voisin. Malgré les frappes continues, les pompiers bravent l'assaut pour tenter d'éviter une catastrophe totale. De plus, les 2 navires de la marine équipés d'Aegis commencent à contribuer à la défense de la base grâce aux défenses en réseau. Les drones Sahed sont ciblés et détruits, seuls 2 d'entre eux parviennent à passer. Pendant ce temps, les autres missiles iraniens arrivent en masse, interceptés en haute atmosphère par les Américains. Un spectacle pyrotechnique se crée lorsque missiles et intercepteurs entrent en collision à vitesse hypersonique, leurs débris devenant mortels pour quiconque est à découvert alors qu'ils se dispersent sur plusieurs kilomètres. 2 autres abris d'avions durcis sont touchés, et plusieurs F-35 sont pris sur la ligne de vol et détruits. Les drones Saad qui survivent pour arriver à la base constatent que les systèmes Seram sont à court de munitions et plongent bas pour frapper les avions exposés. L'attaque entière se termine en moins de 30 minutes. La plupart des armes de l'Iran ont été interceptées, et pourtant les États-Unis ont déjà perdu près d'un demi-milliard de dollars rien qu'en avions. Les dégâts sur la base coûteront plusieurs milliards de dollars. Il faudra des jours pour rétablir les opérations de base, et des semaines pour un retour à la normale. Un pilote et plusieurs membres de l'équipage américain sont tués lors d'explosions, causant des traumatismes crâniens à des dizaines d'autres Américains. Les débris tuent un civil à l'extérieur de la base et en blessent plusieurs autres, provoquant l'indignation du Qatar. La question est, que se passe-t-il ensuite ? Bien que le scénario précédent puisse avoir été fictif, il est tout à fait possible, et l'Iran est plus que capable de mener une telle attaque. Surpassé militairement par les États-Unis, l'Iran a toujours cherché des moyens asymétriques de contrer la puissance américaine. L'utilisation massive de missiles et de drones, dont certains suffisamment petits pour être camouflés en conteneurs civils, est l'une des méthodes pour une attaque surprise de ce type. Les options américaines pour attaquer l'Iran sont actuellement limitées. Malgré leur puissance, les États-Unis ont grandement besoin du soutien de leurs alliés et partenaires, qu'ils n'obtiennent pas pour le moment. Des nations comme la Jordanie et l'Arabie Saoudite peuvent ne pas être des amis de Téhéran, mais elles ne veulent pas non plus voir une guerre régionale dans leur propre arrière-cour. Les dommages collatéraux et la crise des réfugiés qui en résulteraient suffisent à dissuader ces nations d'approuver une attaque américaine contre l'Iran. C'est pourquoi leur espace aérien reste fermé à tout avion de guerre américain en route vers l'Iran. C'est un défi majeur pour les planificateurs de guerre américains, car l'Iran possède une défense aérienne redoutable. La nation souffre d'un mélange de technologies anciennes et nouvelles, mais elle représente toujours une menace significative pour les avions américains qui mènent une attaque, surtout lorsque leurs voies d'approche vers leurs cibles sont limitées et donc bien connues. Avec suffisamment de radars de recherche aérienne regroupés, même le B-2 furtif finira par être détecté. C'est pourquoi une mission B-2 réussie nécessite une planification très soignée, autour des défenses aériennes ennemies, plutôt qu'en plein dedans. Une guerre terrestre est hors de question, car les États-Unis n'ont aucune envie de s'impliquer dans une autre guerre terrestre au Moyen-Orient sitôt. Les 610 000 soldats actifs de l'Iran représentent un défi majeur, car ils peuvent frapper directement les zones de rassemblement américaines, contrairement à l'armée irakienne, qui en a été incapable lors de 2 confrontations avec les États-Unis. L'Iran a observé attentivement les 2 guerres du Golfe, tirant des leçons précieuses sur comment se défendre face à l'armée américaine. Parmi ces leçons, il y a le fait que sous aucun prétexte vous ne pouvez permettre aux États-Unis de préparer ses forces avant une invasion. Une fois les troupes américaines arrivées en masse sur le théâtre des opérations, elles sont impossibles à déloger. L'Iran a considérablement investi dans ses vastes programmes de missiles, lui permettant de frapper toutes les zones de préparation que les États-Unis pourraient utiliser en cas d'invasion de l'Iran. Peu importe la supériorité de l'armée américaine,
Cette supériorité ne signifie rien si vous ne pouvez même pas faire entrer vos troupes dans le combat. Dans une guerre avec l'Iran, les options se limitent donc aux frappes aériennes et aux missiles. Il est peu probable que ces sanctions permettent aux États-Unis d'atteindre leur objectif de changement de régime ou de modifier les programmes nucléaires et de missiles. Pourtant, le régime iranien fait face à une faiblesse clé qu'il n'avait pas auparavant. Le peuple iranien se lasse de plus en plus du régime et pourrait devenir sensible à la guerre psychologique et aux opérations d'influence des États-Unis. La stratégie de l'Amérique pour vaincre l'Iran consisterait donc probablement à détruire les cibles militaires et les centrales électriques du pays, neutralisant la puissance militaire mais aussi détruisant les moyens de produire de l'électricité. Une population de plus en plus en colère se soulèverait probablement, exigeant un changement de régime. L'Iran fait face à des pénuries d'électricité très impopulaires auprès de la population. Ce n'est pas seulement l'électricité, c'est aussi le gaz naturel pour le chauffage et la cuisine, ainsi qu'une pénurie d'essence. En moyenne, l'Iran a un déficit d'électricité de 20%, un 25%, et la disponibilité de l'essence est au mieux irrégulière. La crise énergétique dans laquelle se trouve la nation est de sa propre création, ainsi que le coût des sanctions financières de la communauté internationale. Afin d'éviter une rébellion publique totale, l'Iran investit jusqu'à 25% de son produit intérieur brut chaque année en subventions pour l'énergie, la rendant extrêmement bon marché pour le public. Mais c'est seulement quand elle est réellement disponible. Ces subventions épuisent également le chéquier iranien, au point qu'il est incapable de maintenir les paiements pour l'importation d'énergie des quelques endroits prêts à commercer avec l'Iran. Les subventions énergétiques peuvent rendre le peuple iranien complaisant et l'empêcher de se rebeller, mais cela signifie également qu'il n'y a aucune incitation financière pour le secteur privé à investir dans le développement de l'énergie. Le problème est auto-alimenté et s'aggrave chaque année. En raison d'un manque d'investissement, l'Iran ne peut ni développer davantage d'infrastructures énergétiques, ni se permettre de continuer à fournir l'énergie existante. Les tentatives d'expansion de l'infrastructure énergétique font face à de grandes inefficacités et à la corruption. Beaucoup d'argent est détourné par des politiciens corrompus ou simplement perdu en inefficacité. Le fait que le gaz iranien soit si bon marché signifie également qu'il crée un marché noir de sa propre fabrication. Les entrepreneurs iraniens peuvent réaliser des profits substantiels en exportant illégalement de grandes quantités d'essence vers les pays voisins, diminuant ainsi l'approvisionnement disponible en Iran. Et puis il y a les mauvaises décisions de politique étrangère de l'Iran. Pendant près d'une décennie, l'Iran a fourni à la Syrie jusqu'à 100 000 barils de pétrole par jour, totalement gratuitement, alors que ses propres citoyens subissaient des pénuries d'essence. L'organisation caritative soutenait les intérêts iraniens en Syrie, mais avec l'effondrement du gouvernement et l'éviction des mandataires iraniens, l'investissement énergétique est maintenant une faiblesse de longue date sans retour sur investissement. La crise énergétique s'étend à d'autres secteurs de l'économie iranienne, augmentant les prix partout, de la construction à l'alimentation, et limitant l'activité économique. L'Iran est essentiellement une cocotte minute sur le point d'exploser. Une seule campagne militaire américaine réussie contre le régime qui évite de lourdes pertes civiles pourrait être tout ce qui est nécessaire pour un changement majeur de régime dans le pays. C'est pourquoi l'Iran a pris sa propre défense très au sérieux, malgré tous ses problèmes budgétaires. Sans l'aide d'alliés et de partenaires régionaux, les États-Unis pourraient renverser le régime de Téhéran, mais à un coût significatif. Une politique America First, qui ignore les alliés, a transformé ce qui devrait être une victoire tactique facile en un potentiel champ de mine de conséquences pour les États-Unis et la région en général. Quel pensez-vous serait le plus grand risque si les États-Unis et l'Iran entraînent réellement en guerre? Restera-t-elle régionale ou dégénérera-t-elle en quelque chose de bien plus grand? Partagez votre avis en commentaire. Découvrez maintenant le plan de l'Iran pour la Troisième Guerre mondiale, ou regardez plutôt cette autre vidéo.